Bonjour et bienvenue à ce troisième cours de comptabilité analytique. Alors, pendant le premier cours, on a vu un petit peu toutes les sortes de coûts et ce qu'il en était de la comptabilité analytique. Au deuxième cours, on a travaillé les méthodes en coût complet. Hein. Et donc pour ça, on a d'abord défini des principes généraux concernant les coûts complets. Le premier principe étant celui d'entité comptable, finalement de là où on va mesurer le flux de coûts. Et voilà, on a été à travers, des généralités. Idéalement, cette entité comptable, elle ne fait qu'une activité et si elle fait plusieurs activités, on voudra qu'elle ait une consommation de ressources homogènes pour pouvoir, les appliquer, de manière, constante sur les différentes activités. Alors pratiquement, on essaye, idéalement que cette entité comptable, elle soit équivalente à, un centre de responsabilité, c'est-à-dire, un une partie, des activités de l'organisation, dont une personne est responsable et pour lequel il reçoit un certain budget. Donc ce serait finalement que la comptabilité analytique, on voudrait qu'elle soit, elle reflète finalement l'organisation de, mon entreprise. On aimerait aussi que, cette entité comptable, elle reflète, la problématique stratégique, à résoudre dans l'entreprise, hein. Sinon on n'arrivera pas à résoudre cette problématique stratégique, hein. Et donc fatalement, il faudra qu'on ait un système d'information qui soit, en ligne avec, ces entités comptables pour, donner les informations, dont on a besoin pour la comptabilisation. Et de ça va découler évidemment le choix des inducteurs et des objets de coût qu'on a déjà définis au premier cours. Voilà, alors l'autre principe générique de ces méthodes en coût complet, elle découle tout droit des définitions des coûts directs et coûts indirects qu'on a eu au premier cours. Et donc pour les coûts directs, c'est relativement facile puisque on va pouvoir les allouer, que ce soit sur les objets de coût ou sur les entités comptables, de manière directe par définition. Tandis que les coûts indirects, on va devoir faire appel à des interfaces consommateurs. Et ces interfaces consommateurs vont redistribuer ces coûts indirects via soit des clés de répartition avec un principe d'assiette, si vous voulez, hein, de pourcentage qui va être réalloué sur chacune des entités comptables ou des objets de coût, ou plus idéalement par des unités d'œuvre qui vont être corrélées, donc qui vont être finalement représentatives de cette consommation de coûts indirects. Et bon, on a un petit peu parlé du choix de ces unités d'œuvre, on a plusieurs possibilités et on va faire une analyse de corrélation pour voir finalement laquelle va être la plus juste. Voilà, ce sera jamais parfait, hein, et là il y a une espèce d'équilibre à trouver entre perfection inatteignable et disponibilité de la mesure. Voilà. Hum, donc voilà. Et alors ces méthodes en coût complet, ce qui les caractérise aussi, c'est le fait que, en général, on a l'entièreté des coûts qu'à posteriori. Et donc c'est une vérification finalement a posteriori de la santé de notre gestion. Voilà. Alors 2 techniques principales qui se recouvrent, enfin disons 2 façons principales de penser l'organisation en méthode de compte complet, hein, et les techniques, d'analyse, se recouvrent pour ces 2 techniques. La première, c'est l'activité based costing, hein, parfois aussi appelée process based costing, hein, suivant l'intensité avec laquelle on va la travailler. Celle-là, elle découle d'une vue, opérationnelle de l'organisation autour
d'un réseau d'activités décrit en processus interdépendants. Alors voilà, c'est un grand mot, mais le principe est là. On va décrire l'organisation dans une chaîne de valeurs, hein, en une chaîne de valeurs, et cette chaîne de valeurs est composée de différents macroprocessus, divisés en différents processus interreliés entre eux, eux-mêmes divisés en différentes activités interreliées entre elles, eux-mêmes divisés en tâches interreliées entre elles. Et c'est ces tâches qui vont finalement, cette suite et cette composition de tâches qui vont déterminer les activités opérationnelles. Hein. On voit que ça devient vite complexe. Hein. Et donc, cette complexité, elle est nécessaire parce que la vue de l'organisation qu'on a, c'est que sa valeur, euh, elle est amenée par une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité à un environnement changeant, dans le but de se différencier pour mieux répondre aux attentes du client. Et donc c'est réellement la création de valeur pour le client qui sera la ligne directrice de la stratégie de ces organisations. Hein. Et pour ça, le prérequis à cette manière d'analyser les choses, c'est de décrire tous ces processus et cette complexité, hein, et notamment de définir dans cette dans cette complexité, un prix de transfert entre les différentes activités. Donc chaque fois qu'une activité travaille pour une autre activité, eh ben, je dois déterminer finalement quel est le prix de transfert à l'heure, enfin à l'unité d'œuvre travaillée. Voilà, hein, donc chaque activité consomme d'autres activités et consomme des ressources de base. Et c'est comme ça que je peux arriver à composer. Et en comparant idéalement, évidemment, le produit de ces activités avec un même produit cherché sur le marché, eh ben, je peux arriver à déterminer à quel endroit dans mon organisation je vais créer de la valeur pour le client. Voilà. Bon, on n'a pas été plus en détail dans le mode de calcul, mais les principes sont les mêmes que pour le full costing, hein, là, on a été un petit peu plus dans le détail. Le full costing étant, quant à lui, une vue plus fonctionnelle de, de l'entreprise, plus statique aussi, et donc c'est plus facile à décrire cette façon statique de voir les choses. Hein, et donc on peut, hein, je vous rappelle évidemment que la comptabilité analytique, elle est propre à chaque organisation, hein, vu que le full costing a une description plus statique des choses, eh ben, il est plus facile de venir avec des grands principes et des généralités que dans le cadre de l'activité base costing. Bon, venons-en à cette vue fonctionnelle, articulée autour d'une suite logique achat, production, distribution, hein, sachant qu'évidemment le côté production est optionnel. Si j'ai une entreprise commerciale, je pourrais très bien avoir achat, distribution, hein, ou achat, stockage, distribution. Hein. La stratégie ici est une stratégie qu'on appelle domination par les coûts, c'est-à-dire que je vais essayer de spécialiser mes fonctions dans un processus relativement stable pour arriver à faire des gros volumes euh, au- au- aussi bien au temps T que dans le temps. Donc la stabilité dans le temps, hein, permet de faire des gros volumes de manière fixe et spécialisée. Et donc, le coût de production va être, on va surtout jouer sur le coût de production pour voilà, arriver à fournir quelque chose de, en général un produit de masse, hein, puisqu'on veut le faire en gros volume, un produit de masse à bas coût. Alors, voilà, hein, ça c'est pour la perception de l'entreprise. Maintenant qu'on a vu cette entreprise de full costing, dans vue fonctionnelle, eh ben, on peut déterminer des centres qui vont différer dans leur manière d'être gérés dans cette entreprise. On va d'abord parler de centres principaux et de centres auxiliaires. Alors, les centres principaux et auxiliaires, ils font aussi référence finalement à cette chaîne de valeur, hein, les centres principaux étant ceux qui sont
souvent liées au centre opérationnel finalement, hein, et qui, voilà, sont réellement directement qui vont directement amener de la valeur pour le client final. Tandis que les centres auxiliaires, eh ben, ce sont souvent des fonctions de support qui vont, aider ces centres principaux à amener de la valeur pour le client final. Bon, donc c'est clair que la manière dont les centres principaux amènent de la valeur à l'objet de coût, qui est souvent le produit en full costing, hein, est beaucoup plus directe que la manière dont ces centres auxiliaires, hein, ces fonctions de support vont amener, puisque elles vont devoir être réparties sur les centres principaux avant d'amener de la valeur à l'objet de coût final, hein. Et donc c'est ça, si on se réfère à la vue à droite, hein. On a bien sûr les coûts directs qui vont être directement alloués aux objets de coûts finaux, mais ces coûts indirects, ils vont être plus directement alloués finalement aux centres principaux qu'aux centres auxiliaires. Et donc les centres auxiliaires, on va devoir finalement faire une première étape, une première répartition entre centres principaux et centres auxiliaires. Et ces centres auxiliaires, hein, ils vont devoir être répartis sur les centres principaux dans une deuxième répartition. Alors là, on va avoir plusieurs problèmes. Le premier, c'est que euh, on va devoir répartir entre eux, donc ces centres auxiliaires, ils travaillent les uns pour les autres. Alors l'exemple, le cas d'école que je vous ai donné, c'est la logistique des bâtiments et les centres de ressources humaines. Les bâtiments travaillent pour là où les ressources humaines, parce qu'ils doivent bien travailler dans des bâtiments, et les ressources humaines travaillent pour, hein, la logistique des bâtiments, parce que ils doivent bien engager des gens, hein. Et donc, euh, bottom line, ce qui se passe, c'est que on a déjà une première heu, équation, hein, on a même plusieurs équations à plusieurs inconnus, et donc on a un système matriciel à résoudre de répartition, hein, entre de ces différentes choses. Bon, la deuxième chose, c'est que, on a un choix d'unités d'œuvre à faire, et donc là, on va diviser les centres en centres d'analyse et en centres de structure. Les centres d'analyse sont ceux qui peuvent disposer d'une unité d'œuvre bien corrélée avec la consommation de coûts réels, hein. Je vous ai donné toute une série d'exemples qui sont typiques, hein, dans l'achat, la production, éventuellement la distribution, hein. Et on a aussi toute une série de choses qui n'ont pas réellement une unité d'œuvre utilisable parce qu'elles sont trop déconnectées de notre objet de coût. Alors là, on va utiliser un calcul de taux de frais, donc un pourcentage qu'on va appliquer directement aux objets de coût, hein. Et ça, c'est pas l'idéal. On essaye, dans la mesure du possible, on essaye d'éviter ça. Et si on arrive à l'éviter totalement, eh ben, on retourne finalement dans un activité-based costing à ce moment-là, hein. Ça, ce serait vraiment l'idéal, hem, d'avoir que des unités d'œuvre. Mais dans la réalité, c'est souvent compliqué, hein, et donc on va utiliser, une assiette de frais, un pourcentage pour faire une estimation. Voilà, hem donc on a vu là toutes les problématiques, qu'on a, en full costing, et comment est-ce qu'on les résout ces problématiques, hein. J'ai essayé voilà, de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire. On peut résumer que le coût de revient, en coût analytique, il est égal, au coût d'achat des produits vendus et consommés en interne, mais pas stockés, hein. Donc là, il y a une première chose auquel on doit devoir faire attention, c'est que, les stocks, souvent en début de comptage et en fin de comptage, on va avoir des différences de stock, et il va falloir les les corriger, voilà, les corriger, hein. Les coûts de reproduction, eh ben, là aussi, on va avoir des stocks, intermédiaires, hein, donc coût de revient nominal, coût d'achat avec correction de stock, coût de production avec correction de stock, coût de distribution, hein, plus coût
hors production, hein, ceux qui font en tout cas, l'objet d'une allocation en taux de frais. Et à ça, je vais devoir retirer le chiffre d'affaires, de ce que j'ai vendu ou de ce que j'ai réutilisé, hein. Problématique supplémentaire, c'est que, beh, je ne fais pas qu'un produit, il y a toujours des rebuts réutilisables, si vous voulez, ou des produits auxiliaires et ceux-là, beh, je vais devoir, beh, soit les enlever, de mes coûts, soit je pourrais aussi, hein, accessoirement les rajouter à mon chiffre d'affaires, hein, puisque le résultat, mon profit, ça va être le chiffre d'affaires moins le coût de revient ou le prix moins le coût de revient. Voilà, hein, donc ça c'est la manière de calculer en coût complet. Donc maintenant qu'on a, bien revu cette histoire de coût complet, on va pouvoir, attaquer une autre, méthode de comptabilisation qu'on va appeler en coût partiel par opposition au coût complet. Et on va, en réfléchissant à ce coût partiel, être directement en contact avec une décision importante, stratégiquement, c'est de dire: «Est-ce que je produis ou est-ce que je produis pas quelque chose?» hein, ou «Est-ce que je continue à produire ou est-ce que je m'arrête, de produire, avec quelque chose?» et éventuellement, quelles sont les quantités, que je dois anticiper de produire pour que ne pas tomber en faillite. Donc voilà, 2 choses qui vont nous aider à faire ça, hein, marge sur coût variable et le seuil de rentabilité. Et c'est important de réfléchir en coût partiel, parce que, ça va nous nous montrer que finalement quand je prends des décisions stratégiques, parfois, je dois assumer de ne pas être totalement rentable, mais je dois savoir jusqu'où je peux assumer de ne pas être totalement rentable. Ça, c'est la vraie question qu'on va se poser. Voilà. Alors, revenons, à notre coût complet et demandons-nous quel est le problème finalement avec ce coût complet, hein? On sait que c'est une bonne manière, a posteriori de voir si on a été, voilà, efficace dans notre gestion. Mais, ces coûts complets, enfin ce coût de revient complet, hein, et ben, c'est finalement le coût de toutes les ressources consommées lors des phases de conception, de production, de commercialisation d'un objet de coût, typiquement le produit. Alors, hem la vraie question, hein, qu'on se pose, c'est va être le prix de vente de cet objet de coût, hein, ou quel va être le chiffre d'affaires que je vais devoir faire avec cet objet de coût, mais typiquement le prix de vente de mon produit ou de mon service. Ben, pour arriver à déterminer ce prix de vente en coût complet, ben, je vais être tenté de dire, mais c'est mon coût de revient complet plus une certaine marge, hein. En tout cas, ce que je vais me dire, c'est que je ne peux pas descendre en dessous de mon coût de revient complet, sinon je vais faire produire à perte, hein, ça je ne veux pas, hein. Et idéalement, je veux une certaine marge de profit. Cette marge de profit, eh ben, elle va me permettre de faire plusieurs choses. D'abord de rémunérer mes actionnaires pour le risque pris, hein, et aussi de financer finalement ma stratégie, mes projets stratégiques futurs, hein. J'ai besoin d'une petite réserve, hein, pour investir dans le futur. Voilà. Alors, outre le fait que, et ben, je ne peux prendre souvent cette décision qu'à posteriori, une fois que je connais réellement tous les coûts, j'ai aussi un problème ici de déconnexion avec mon marché, hein. C'est-à-dire que, beh, je vais vouloir absolument, fixer mon prix au-dessus de mon coût de revient, mais, est-ce que mon client est prêt à payer pour ça, hein? Et ça, j'en suis pas forcément sûr, en tout cas dans cette technique, hein. Et donc ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer, ce lien avec le marché. Donc d'une part, je vais me demander quel prix mon client est prêt à payer pour ce que je lui donne, hein, et parfois c'est pas, ce prix ne va pas
couvrir l'entièreté de mon coût complet. Et d'autre part, parfois, je vais me dire: «Ouais, mais j'ai un concurrent qui est capable, hein, de proposer ou en tout cas qui propose dans les faits un prix, inférieur, à moi, hein, typiquement. Alors est-ce que j'ai pas intérêt à m'aligner sur son prix, hein? Et suivant ma stratégie, évidemment, je vais pouvoir aussi me dire que je vais vouloir être en dessous de son prix, hein, si jamais je veux, voilà, faire, utiliser le prix comme argument de vente ou, éventuellement, est-ce que je veux me positionner au-dessus de son prix? Ça peut être aussi valable, hein, mais bon, l'un dans l'autre, je peux avoir des situations où, je voudrais pouvoir fixer mon prix en dessous de mon coût de revient complet, hein. Et là, si je veux faire ça, eh ben, je suis obligé de réfléchir en matière de coûts variables, OK? Hem, pour savoir jusqu'où je peux descendre en dessous de ce coût de revient complet. Je vais me préciser. Avant de préciser tout ça, je voulais, quand même vous dire que l'approche dite en coût variable en français, elle est parfois décrite, comme direct costing, en anglais. Hem, bon, elle a d'autres définitions, mais cette définition de direct costing, elle pose un problème parce qu'elle nous fait penser à une autre catégorie de coûts, qu'on a, définis ensemble, les coûts directs. Et en fait, quand on parle de direct costing en anglais, heu, on parle pas du tout de de coûts directs, on parle de coûts variables et ces coûts variables peuvent être directs et indirects. Donc ça, c'est la première chose, importante. Hem, bon, il y a d'autres, manières de définir ça, mais voilà, hem, allons-y. Comment calculer le coût de revient, direct, hein, entre guillemets, hein, donc comment calculer, ça? Eh ben, je dois faire une distinction, forte entre ce que je vais appeler les coûts fixes et les coûts variables. Alors, c'est hein, donc cette approche en coût variable, elle fait la distinction et on a déjà vu ce que c'était coût fixe et coût variable. Donc les coûts fixes, c'est bien ceux qui ne varient pas en fonction de la quantité et les coûts variables, c'est ceux qui varient en fonction de la quantité. Mais ce qui est à noter, c'est que souvent, la décision au niveau du middle management, hein, elle est faite sur la quantité à produire et les coûts fixes ont déjà en général, hein, ils sont déjà prévus ou même déjà faits, hein. Et donc, ils sont souvent hors du champ de contrôle du middle management, du décideur isolé, hein. Et tandis que les coûts variables, ceux-là, ils sont dans mon, dans mon champ de contrôle. Bon, euh, alors, deux analyses que je vais vouloir faire en coût variable. La première, typiquement du coût variable, c'est de dégager ce qu'on va appeler une profitabilité en coût variable, hein. Profitabilité en coût variable, ça veut dire que je vais au moins récupérer mes coûts variables. Ok. Ça veut dire que finalement, je vais pouvoir dégager une marge sur coût variable. Alors la marge coût variable, c'est cette mesure, chiffre d'affaires moins coût variable, hein. Et donc, si elle est positive, bon, ben c'est que hein, je suis profitable en coût variable. Alors cette marge sur coût variable, elle a plein d'autres noms, je vous les ai mis ici dans le petit encadré à droite. Contribution margin en anglais, contribution marginale parfois. Elle est souvent mesurée en base unitaire, hein, alors moi je vais vous préciser quand je la considère en marge, excusez-moi, en base unitaire ou pas, hein, donc je vais vous dire marge sur coût variable unitaire, et quand je parle de marge sur coût variable, hein, c'est la totale. Voilà, hein, mais parfois dans la littérature, hein, il y a un peu de confusion à ce niveau-là, hein, donc préparez-vous à vous demander la question, tiens, est-ce que je suis en train de réfléchir ici en base unitaire ou en base totale? Très bien. Donc, ce prix de vente doit permettre de récupérer au moins l'ensemble des charges variables. Ça, c'est ma première analyse.
Et la deuxième analyse, ça va être une analyse au niveau de l'entreprise cette fois-ci, hein, et de se demander si la somme de toutes mes marges sur coûts variables, hein, permet de couvrir toutes les charges fixes de l'entreprise à long terme. Donc voilà, et ça c'est assez intéressant. Hein, ça c'est assez intéressant de travailler à deux niveaux, parce que ça va nous permettre d'éviter des tas de problèmes. Alors, avant de, de scanner un petit peu ces problèmes et comment les éviter, je vais quand même rappeler des hypothèses implicites dont on a déjà parlé au premier cours, mais qui sont assez importantes. La première hypothèse qu'on fait, c'est que on est capable de distinguer les charges fixes des charges variables. Alors il y a toute une série de raisons pour lesquelles, dans la réalité, ça va être compliqué de distinguer ces charges fixes de ces charges variables, ou en tout cas que ça va amener des problématiques supplémentaires. D'abord, on a des charges qui sont parfois semi-fixes, hein, euh, et donc je dois pouvoir diviser ces charges en leurs parties fixes et leurs parties non fixes. L'autre chose, c'est que on va avoir parfois des rendements croissants et puis décroissants, hein. Et donc ces charges variables qui mais doivent être constantes pour pouvoir réfléchir en termes de coûts variables, hein, ça va être vrai que sur un laps de volume ou un laps de temps. Deuxième, excusez-moi, troisième chose auquel je vais devoir faire attention, c'est que mes charges fixes, elles, elles fonctionnent souvent en paliers discontinus, hein, et donc, voilà, cette distinction, elle est valable aussi que pour un certain volume et un certain temps. Je vais avoir dans la réalité des goulots d'étranglement que je vais devoir gérer. Je vais éventuellement avoir des produits dont la marge sur coût variable est élevée, mais en fait j'ai des frais fixes assez réguliers qui sont proches de frais variables, ou je vais être obligé de faire des productions en lot, en série, pour toute une série de raisons. Donc voilà, je dois savoir que pour les exemples et les problématiques que je vais vous illustrer ici, je fais toute une série de simplifications qui, dans la réalité, montreront que ce raisonnement simpliste n'est valable que pour un certain volume ou pour un certain temps. Et donc, mes décisions vont être limitées, hein, ou en tout cas les principes simplistes que j'applique ici vont être limités pour un certaine marge de volume ou de temps. Voilà, ça n'empêche pas que je peux, dans la réalité, hein, extrapoler ça à plus de volume ou plus de temps, mais je dois venir complexifier un petit peu ma manière de réfléchir en rajoutant ces variables. Très bien. Alors, allons-y pour cette problématique et je vais essayer de vous l'illustrer pour simplifier un petit peu ce raisonnement. La première problématique est de faire la distinction entre marge sur coût variable, hein, qu'on a déjà défini, et le taux de marge sur coût variable. Alors, allons-y avec un petit exemple. J'ai une entreprise ici qui fait trois produits, un produit A, un produit B, un produit C, pour un total, hein. On voit que j'ai pu calculer le chiffre d'affaires de ces trois produits et que j'ai pu calculer les charges variables de ces trois produits. Et donc, je vais pouvoir calculer ma marge sur coût variable qui est bien égale à le chiffre d'affaires moins les coûts variables. Donc, pour le produit A, j'aurai bien 100 moins 60, 40. Pour le produit B, j'aurai bien 200 moins 140, 60. Et pour le produit C, j'aurai bien 300 moins 240, 60. Alors, le total, c'est 600 moins 440, 160, qui, on le voit, est bien égal à 40 plus 60 plus 60. Très très bien. Donc, la question que je vais me poser ici, c'est, hein, quel est le meilleur produit? Quel est mon produit phare ici? Et si je réfléchis en marge sur coût variable, moi je me dis, la marge sur coût variable, elle est plus grande pour le produit B et C, hein. Donc, je serais tenté de me dire, je vais privilégier les produits qui me rappellent, excusez-moi, qui me rapportent
une marge sur coût variable plus grand que les autres. Ok, très bien. Voyons un petit peu ce que va nous apporter le taux de marge sur coût variable dans ce contexte-là. Le taux de marge sur coût variable, par définition, c'est la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. Ça va nous permettre d'avoir finalement un pourcentage, et donc si je redivise la marge sur coût variable, on a bien la formule que je vous présente ici, chiffre d'affaires moins coût variable sur chiffre d'affaires. Alors, allons-y pour le premier calcul. Je vais bien donc faire 40 000 sur 100 000 pour le produit A. Et je vais obtenir 40%, 60 000 sur 200, je vais obtenir 30%, et 60 000 sur 300, je vais obtenir 20%. Je peux également faire mon taux de marge sur coût variable total qui sera 160 sur 600, 26 et des poussières. Très bien. Alors dans ce contexte-là, on voit que je change un petit peu mon avis sur la chose parce que je me dis, ah mais attends, ce produit A qui me rapportait une marge sur coût variable de 40 000, qui était moins que le produit B que le produit C, en fait il a un taux de marge sur coût variable qui est supérieur. Pourquoi? Parce que en fait, je n'ai dû investir, hein, que, excusez-moi, oui, c'est ça. J'ai dû investir 60 000, ce qui est moins que 140 ou 240 000. Donc, oui, j'ai une marge sur coût variable qui est inférieure, mais mon investissement initial en coût est lui aussi inférieur. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est le rapport entre l'investissement en coût et le chiffre d'affaires. Ok, et donc celui-là, on voit qu'il est plus élevé pour le produit A. Et donc si j'avais un produit à favoriser, ce serait, quand je dis à favoriser, je dis, si je devais augmenter les quantités produites d'un certain produit, je regarderais peut-être en premier lieu du côté du produit A, parce que pour un moindre coût supplémentaire, je vais créer une augmentation plus importante du chiffre d'affaires. Voilà, et on peut même calculer le résultat total en retirant évidemment les charges fixes euh, de ma marge sur coût variable. Très très bien. Ok. Voilà, j'ai répondu à cette question. Note. Euh, eh bien oui, du coup, on comprend bien cette utilité du taux de marge sur coût variable, et on la comprend d'autant plus en comparant les produits B et C. Ils ont la même marge sur coût variable, 60 000 sur 60 000, donc on serait tenté, ok, ils sont plus ou moins équivalents, mais non, le produit B, il rapporte plus. J'ai dû investir que 140 de coût variable pour un chiffre d'affaires de 200, alors que l'autre, j'ai dû investir 240 de coût variable pour un produit de 300. C'est plus élevé. Et donc, je vais mieux contribuer à l'amortissement des charges fixes avec mon produit B qu'avec mon produit C. Très, très bien. Alors, deuxième difficulté, illustrée ici par une organisation qui fait deux produits, le produit X et le produit Y. Alors on voit que on a une quantité de produits X et Y vendus équivalente, 1000 de chaque. On a un prix de vente total de 2000 et 3000 pour ces deux produits, et on a un coût de revient direct de 1500 et 2000. Ensuite, on aura un coût de revient complet réparti de 2200 et 2700 pour chacun des produits. La question à se poser ici, quelles seraient vos conclusions selon l'approche en coût variable uniquement? Donc si on analyse ces deux produits et qu'on se demande lequel est à favoriser ou éventuellement lequel est à supprimer,
Eh ben, comment est-ce que ça se passerait si on raisonne en coût variable? Et quelles seraient les conclusions si on raisonnerait en coût de revient complet? Alors, allons-y, calculons. Et selon l'approche en coût variable, eh ben, un produit est profitable dès qu'il permet de couvrir les charges variables. Et ça, on voit que tant le produit X que le produit Y, j'aurais dû remettre le tableau ici, hein, je vais remonter ici, hein, on voit que tant le produit X que le produit Y, eh ben, ils sont rentables en coût variable, hein, puisque si je fais le prix moins le coût de revient direct, eh ben, j'ai quelque chose de positif. 2000 moins 1500 pour le produit A, c'est positif. 3000 moins 2000 pour le produit Y, c'est positif. Donc, conclusion, tant le produit X que le produit Y sont profitables, hein, et à court terme, je peux maintenir les deux. Alors, raisonnons maintenant en coût de revient complet, hein, à long terme. Et ici, on sait que le coût de revient complet, hein, il dit qu'un produit est profitable dès qu'il permet, hein, d'amortir toutes les charges, hein, permet de couvrir toutes les charges. Très bien. J'ai fait une petite faute là, désolé. Hein, mais donc regardons ça, prix de vente 2000 et pour le produit X, prix de vente 2000 et coût de revient complet 2200. Ah, là, il y a un problème avec le produit X, hein, il n'amortit pas son coût de revient complet. Produit Y, par contre, ah ok, prix de vente 3000, coût de revient complet 2700. Là, il amortit mon, mon, mon coût de revient complet. Donc, dans cette optique-là, eh ben, le produit X n'est pas profitable, hein, et je pourrais me demander si ça pourrait valoir la peine de diminuer ou de carrément d'éliminer le produit X. Alors, pour savoir ça, on va comparer les deux situations, hein, à l'extrême. On va dire, ben voilà, quelle est la situation en termes de profit total si j'ai mes deux produits, et quelle va être ma situation si j'élimine ce produit qui n'est pas rentable en coût complet. Alors, allons-y pour calculer mon chiffre d'affaires total si jamais j'ai les deux produits. Ben, j'ai 2000 plus 3000, ça fait 5000, c'est facile. Et mon coût variable total avec les deux produits, j'ai 1500 plus 2000, 3500. Alors, je vais pouvoir calculer ma marge sur coût variable, qui est toujours égal à mon chiffre d'affaires moins mes coûts variables. Donc pour le produit X, ça va être 500, on l'a déjà calculé. Pour le produit Y, ça va être 1000. Très bien. Et donc j'ai une marge sur coût variable totale de 1500. Vu que mes coûts fixes sont de 1400, eh ben j'aurai un profit total finalement de 100. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire maintenant, attention, si j'élimine X, si je ne produis plus X, eh ben, je vais me débarrasser des coûts variables de X. Mais les coûts fixes, eh ben, ils sont fixes, et donc ceux-là, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser. Et donc, si jamais j'élimine X, eh ben, je vais avoir un coût variable, enfin, une marge sur coût variable euh, enfin un coût variable du produit Y de 2000 toujours, donc une marge sur coût variable de 1000, mais j'aurai toujours mes coûts fixes de 1400. Et donc finalement, si je réalloue ça en coût total, eh ben, je vais, hein, avoir une perte de 400. Hein. Et donc c'est ici qu'on voit l'intérêt de raisonner aussi en coût variable. Parfois, j'ai un produit qui n'est pas rentable en coût complet, mais j'ai intérêt à le garder parce qu'il est rentable en coût variable et qu'il participe quand même, hein, même si pas complètement, il participe quand même à un certain amortissement de mes coûts fixes. Et ça, c'est intéressant. Voilà, hein. Donc, si on comprend bien ce que ça nous amène, cette double réflexion, eh ben, c'est que dans un premier temps, je dois fixer un prix de vente qui, en tout cas, couvre la totalité de mes charges variables. Ok. Si ça couvre mes charges variables, c'est acceptable pour fixer mon prix.
hein. Et puis, je vais m'assurer que la somme de toutes les marges variables générées par tous les produits de mon entreprise permettent de couvrir mes charges fixes. euh, à- enfin, voilà, voilà, ensemble, c'est ça, pris dans un ensemble. Très bien, hein. Il est clair que quand même, hein, en coût variable, à long terme, je vais quand même essayer de maximiser chacune de ces marges sur coût variable, hein, en créant de la valeur. Mais donc, la valeur est créée à partir du moment où je crée de la marge sur coût variable. Très bien. Bon, ça va pouvoir nous amener à une nouvelle manière de voir les choses, qui est le seuil de rentabilité, appelé aussi break-even point en anglais. Donc ce seuil de rentabilité, son principe, c'est de se demander quel est le volume minimum, hein, à produire pour que mon activité soit rentable. Alors, ça s'appelle autrement, hein, parfois dans certaines littératures, on va parler d'analyse coût-volume, produit, hein, ou encore de chiffre d'affaires critique, de point d'équilibre, ou comme je vous l'ai déjà dit, de break-even point. Tout ça sont des vocables un petit peu identiques. Moi, je vais volontiers parler de seuil de rentabilité, mais donc comme ça, si vous parcourez d'autres littératures, vous savez que vous pouvez vous attendre à d'autres définitions. Voilà, alors, en parlant de définition, eh ben, le principe du seuil de rentabilité est de se demander quel est le chiffre d'affaires, hein, parfois on raisonne en quantité, mais ici on va d'abord raisonner en chiffre d'affaires, quel est le chiffre d'affaires opérationnel à atteindre pour couvrir la totalité de ses charges sans bénéfice ni perte. Eh ben, ce chiffre d'affaires, hein, que j'ai noté comme ça ici, hein, quand je mets chiffre d'affaires avec entre parenthèses SR, après, c'est finalement le chiffre d'affaires qui me permet d'atteindre ce seuil de rentabilité, eh ben, est égal à mes coûts variables plus mes coûts fixes, hein. Si je couvre mes coûts variables et mes coûts fixes, eh ben, j'ai atteint ce seuil de rentabilité. Très bien. C'est bien le niveau d'activité de mon entreprise qui va créer une valeur nulle, ni perte, ni profit. Très bien. Alors, regardons un petit peu ça d'un point de vue stratégique, hein, parce que j'ai une problématique. C'est que souvent, je dois engager mes coûts avant de réellement produire, pouvoir récolter ce chiffre d'affaires. Et donc, je veux pouvoir anticiper finalement quelle est, pour décider, hein, quelle est la quantité minimum à produire ou quel est le temps minimum de production, hein, parce que les quantités, c'est parfois une quantité à l'instant T, hein, parfois je fais une décision pour une certaine quantité, mais parfois je prends une décision aussi avec quelque chose qui produit une quantité constante par unité de temps. Je prends aussi une décision mais pendant combien de temps je vais devoir le faire pour pouvoir produire, hein, une quantité suffisante pour pouvoir finalement amortir coûts fixes et coûts variables, hein. Donc ces décisions, je vais prendre a priori et donc j'ai besoin de pouvoir anticiper quelle va être cette quantité ou ce temps de production minimum. Très très bien. Et ben pour ça, je vais développer cette marge, excusez-moi, cette marge de surcoût variable, hein, qui me permet, hein, d'atteindre finalement ce seuil d'activité. Euh, Bon, alors allons-y. Cette marge sur coût variable, on sait que par définition, hein, elle est égale à chiffre d'affaires moins coût variable. Alors, la première chose à voir, c'est que ce chiffre d'affaires étant égal prix fois quantité produite,
pour autant que mon prix et mon coût variable soient des constantes, eh ben, je vais avoir une équation de droite, hein. Et donc, si vous regardez sur le graphe à droite, hein, avec en ordonnée mes coûts et en abscisse mon niveau d'activité, qui peut être un volume ou un temps de production suivant les cas, eh ben, je vais avoir cette droite bleue là, ma marge sur coût variable, qui va être une belle droite. Elle va être bien rectiligne. Ok. Donc ça, c'est directement une conséquence de mes hypothèses de base. Alors, je peux me demander, ok, quel va être le seuil d'arrêt d'une activité? Donc, à partir de quel moment je dois me dire que je dois arrêter cette activité? Eh ben, je dois arrêter cette activité si ma marge sur coût variable, elle est inférieure à zéro. Si, hein, ou ne pas commencer cette activité si ma marge sur coût variable, elle est inférieure à zéro. Ça veut dire finalement que mon chiffre d'affaires est inférieur au coût variable. Ça c'est quelque chose qui, ben voilà, si le prix de vente de mon produit ne me permet pas de couvrir mon coût variable unitaire, ben ça vaut pas la peine de commencer à faire ça. Ok. Ça veut dire que finalement, chaque fois que je produis une unité en plus, eh ben, je crée de la perte en plus, je perds de la valeur. Ok, ça c'est, c'est, c'est rédhibitoire. Voilà. Hum, alors, regardons qu'est-ce qu'on peut en déduire en tant que seuil de rentabilité, hein. Donc ce niveau finalement où ce chiffre d'affaires égale ce coût variable, ou cette marge sur coût variable est nulle. Ok, hein. Et donc si on part de la définition du seuil de rentabilité, on voit bien que mon chiffre d'affaires, hein, il doit être égal à le coût variable plus les coûts fixes. Alors ça, c'est le point qu'on va voir sur le graphe ici, où on voit la droite de chiffre d'affaires, hein. Donc il est clair que le chiffre d'affaires, pour autant que le prix soit constant, eh ben, il va augmenter linéairement avec le niveau d'activité. Ok, donc c'est cette droite en noir gras, hein. Et ce qu'on voit, c'est que quand cette droite va croiser le coût total, donc quand elle va être égale au coût total, eh ben, on va obtenir notre seuil de rentabilité, hein. Donc si vous le rond rouge du haut, si vous regardez vers le bas, où est-ce qu'on arrive? On arrive bien à ce niveau de seuil de rentabilité. Alors, si on chipote un petit peu avec cette équation, chiffre d'affaires est égal à coût variable plus coût fixe, on peut passer les coûts variables de l'autre côté de l'égalité et avoir chiffre d'affaires moins coût variable est égal à coût fixe. Et comme on sait que chiffre d'affaires moins coût variable est égal par définition à ma marge sur coût variable, on a cette deuxième belle équation de marge sur coût variable est égal à coût fixe. Et donc, on va atteindre notre seuil de rentabilité quand ma marge sur coût variable va être égale à mes coûts fixes. Hein, et ça, c'est le deuxième rond rouge que vous voyez sur le graphe à votre droite. Vous voyez bien que quand la ligne bleue croise les coûts fixes, hein, qui est la ligne horizontale en noir léger, eh ben, si vous allez vers le bas, on retombe sur mon niveau de seuil de rentabilité. Voilà. Alors, comment passer de cette notion de marge sur coût variable égale coût fixe me donne mon seuil de rentabilité à quelque chose qui intégrait mon taux de marge sur coût variable? Parce que on voit bien que ma marge sur coût variable, eh ben, c'est quelque chose qui, ben, voilà, va varier avec le volume. Or, mon taux de marge sur coût variable, ce qui est intéressant, c'est qu'il varie pas avec le volume. C'est quelque chose de constant. C'est la pente de la droite finalement, hein. Très très bien. Alors, pour passer, comme je sais que par définition, mon taux de marge sur coût variable, c'est ma marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires, hein, ça je le sais par définition, eh ben, je vais pouvoir prendre ma marge sur coût variable et la diviser par le chiffre d'affaires pour obtenir le coût fixe divisé par le chiffre d'affaires, hein. Donc si je prends l'équation marge sur coût variable égale à coût fixe, que je divise des deux côtés par le chiffre d'affaires, hein, ben je vais obtenir à ma gauche mon taux de marge sur coût variable,
hein, marge sur coût variable sur chiffre d'affaires, et à la droite de l'égalité, le coût fixe sur le chiffre d'affaires. Et donc, si je veux savoir quel est le chiffre d'affaires, eh ben, je vais pouvoir faire passer ce chiffre d'affaires à gauche de l'égalité, hein, donc diviser, je le passe en fois, et passer mon taux de marge sur coût variable à droite de l'égalité, et donc obtenir mon chiffre d'affaires qui me permet d'atteindre mon seuil de rentabilité, eh ben, il est égal à coût fixe sur taux de marge sur coût variable. Et ça, c'est intéressant parce que si mon coût variable unitaire est constant, eh ben, mon taux de marge sur coût variable, eh ben, il va être constant tout au long de la droite, hein. Et donc, je vais pouvoir anticiper, hein, pour autant que mon coût variable soit relativement constant, je vais pouvoir anticiper quel va être mon chiffre d'affaires minimum pour ne pas faire de perte. Voilà. Hum, Bah, c'est super ça, hein, c'est super, ça va vraiment m'aider. Alors, on l'a vu avant, le problème, c'est que parfois j'ai plusieurs coûts, avec un coût fixe commun, hein. Et donc, ça, ici, j'ai de nouveau réfléchi avec, un seul produit, hein, avec ses coûts fixes et ses coûts variables. Comment est-ce que je vais faire pour intégrer cette notion de seuil d'activité, hein, de seuil de rentabilité, hein, avec un coût fixe partagé par plusieurs produits. Voilà, eh ben, illustrons ici la problématique avec un exemple d'une surface de grande distribution et qui a deux grandes catégories de produits, les produits alimentaires et des produits non alimentaires. Alors, faisons une hypothèse un peu simplificatrice. On a calculé notre taux de marge sur coût variable. Pour les produits alimentaires, elle est de 20% et pour les produits non alimentaires, elle est de 30%. Et je sais aussi que j'ai des coûts fixes que je dois partager entre ces deux types de, excusez-moi, catégories de rayons. Et ces coûts fixes, c'est 1 million d'euros par an. Si je me demande, ben alors, quel est mon seuil de rentabilité, eh ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et j'ai plusieurs solutions. On sait que je peux estimer une clé de répartition, voire même une unité d'œuvre, et je vais pouvoir, voilà, diviser finalement ces coûts fixes en une certaine partie pour euh, les catégories alimentaires et une certaine partie pour la catégorie non alimentaire et finalement ben, réfléchir de manière séparée pour ces deux produits. Mais on a vu que parfois ça me menait à des conclusions qui étaient pas vraiment bonnes parce que du coup ben, ça ne me permet pas de voir qu'il y a une participation de chacune et que même si cette clé de répartition eh ben, rend non rentable une certaine catégorie de produits, c'est pas pour autant que finalement je dois m'arrêter de les produire. Et donc, pour pouvoir prendre de vraies décisions, je pourrais aussi me dire, ben, je vais créer une droite de rentabilité. Hein, c'est finalement une droite de rentabilité, c'est finalement toutes les possibilités, toutes les combinaisons qui pourraient me permettre d'avoir une rentabilité nulle. Et pour arriver à faire ça, eh ben, je dois me dire que eh ben, un certain nombre de chiffre d'affaires dans l'alimentaire fois les 20% de taux de marge dans l'alimentaire, plus un certain chiffre d'affaires dans le non alimentaire fois le taux de marge de 30% doit être égal à 1 million, hein. Et ça, finalement, me permettra d'avoir eh ben, tous les couples chiffre d'affaires alimentaire plus chiffre d'affaires non alimentaire qui me permettront d'arriver à une rentabilité. Et donc, je vais pouvoir avoir une analyse globale euh, de mes deux, euh, participations à l'amortissement de mes coûts fixes. Alors, comment est-ce que je fais ça, hein, ben, je peux, hein, tracer cette droite graphiquement.
hein. Et donc je vais d'abord me demander, hein, quel est le chiffre d'affaires non alimentaire que je dois avoir si mon chiffre d'affaires alimentaire égale à zéro, hein? Eh ben, je vais prendre mon équation. Je vais prendre mon équation et dans cette équation, je vais, hein, faire le chiffre d'affaires alimentaire égal à zéro. Donc j'aurai 0,2 fois zéro. Il me restera 0,3 fois chiffre d'affaires non alimentaire égale 1 million. Et donc si je passe le 0,3 de l'autre côté de l'égalité, j'ai bien 1 million divisé par 0,3. Alors ça, je peux le calculer, hein, et donc je vais avoir 3 333, oui c'est ça, enfin bref, vous avez compris. Et donc ça, je vais le tracer, hein, je vais le tracer ici, hein, sur mon graphe, ce point. Je sais que ça, c'est une possibilité, hein. Ne rien faire en alimentaire et faire plus de 3 333 de euh, chiffre d'affaires en non alimentaire. Une possibilité. Autre possibilité, tout faire en alimentaire. Donc là, ce sera mon chiffre d'affaires non alimentaire qui est égal à zéro, hein, donc j'aurai bien 0,3 fois 0 dans mon équation. Et donc il me restera 0,2 fois chiffre d'affaires égale 1 million. Et donc si je passe 0,2 de l'autre côté de l'égalité, j'aurai chiffre d'affaires alimentaire égale 1 million divisé par 0,2. Et ça me fait 5 millions. Je peux le tracer, ce point, sur le graphe, 5 millions. Hein. Et finalement, la droite, finalement, avec tous les couples qui me permettent d'arriver à mon break-even point, hein, à mon seuil de rentabilité, excusez-moi, eh ben, c'est la droite qui relie ces deux points. Je peux la tracer, hein, et tout ce qui est au-dessus de cette droite sur mon graphe, eh ben, c'est ma zone de rentabilité positive. Ok, super. Alors, dans ce contexte-là, je peux trouver d'autres couples, hein, d'autres couples, me dire, ben voilà, si j'ai un chiffre d'affaires alimentaire de 2 millions, eh ben, quel serait mon chiffre d'affaires non alimentaire? Eh ben, je vais remplacer un 2 millions dans mon équation, hein, voilà, 2 millions, euh, donc ça je peux le faire sur le graphe, remplacer 2 millions dans mon équation, tout mettre de l'autre côté de l'égalité, et je vais avoir 1 million moins 400 000 divisé par 0,3, et ça je peux le calculer aussi, ça fait 2 millions, et donc je sais que si j'ai 2 millions de chiffre d'affaires alimentaire, je vais devoir avoir 2 millions de chiffre d'affaires non alimentaire pour arriver à mon break-even point. Et je peux faire la même chose avec des tas d'autres points, hein, remplacer mon chiffre d'affaires non alimentaire par 1 million par exemple, hein, ce qui va me permettre de calculer mon chiffre d'affaires alimentaire minimum dans ces conditions-là, 3,5 millions. Voilà, ben on a compris ça, c'est pas mal. Alors, très bien. Allons-y pour convertir ça maintenant en quantité. Donc ici, on a parlé de chiffre d'affaires, hein, mais chiffre d'affaires, c'est bien, mais ma décision, elle a souvent rapport plutôt aux quantités produites qu'au réel chiffre d'affaires. Alors évidemment, hein, il y a un lien direct entre quantité et chiffre d'affaires, parce que quantité fois prix égale chiffre d'affaires. Ok, regardons ça dans une entreprise monoproduit et considérons donc ce taux de marge sur coût variable par unité. Alors, les données qu'on aura seront plus un chiffre d'affaires ici, mais seront un prix unitaire, par exemple ici de 150, et un coût variable unitaire ici de 120. Le coût fixe, ben celui-là je ne peux pas le mettre en unitaire, hein, sauf avec une clé de répartition, mais donc le coût fixe total c'est 600 000 euros, et donc la question c'est quelle est la quantité minimum à produire pour atteindre ce seuil de rentabilité. Alors, pour arriver à calculer cette quantité, je vais devoir passer par ma marge sur coût variable unitaire. Alors, je sais que ma marge sur coût variable, par définition, c'est mon chiffre d'affaires moins mes coûts variables. Ok, ça c'est la définition. Alors, du coup, si je veux passer à une marge sur coût variable unitaire, eh ben, je vais devoir diviser ça par la quantité.
Et donc, je vais avoir mon chiffre d'affaires divisé par la quantité, ça va être les prix, et mes coûts variables divisé par la quantité, ça va être mes coûts variables unitaires. Et donc, si je veux avoir ma marge sur coût variable unitaire, je fais mes prix moins mes quantités, excusez-moi, mes coûts variables unitaires, 150 moins 120 dans ce cas-ci, j'obtiens 30. Hein. Très bien. Euh, alors, comment passer dès lors à ma quantité minimum à produire pour arriver à un, un chiffre, excusez-moi, un profit de zéro, une rentabilité de zéro. Euh, donc, je sais hein, de mon équation, des équations précédentes, que ma marge sur coût variable qui me permet d'atteindre ce seuil de rentabilité, elle va me permettre de couvrir l'ensemble de mes coûts fixes. Hein. Et donc, cette marge de coût variable qui me permet d'atteindre mon seuil de rentabilité, c'est ma marge sur coût variable unitaire fois cette fameuse quantité hein, qui va me permettre d'atteindre ces coûts fixes. Et donc, si je chipote un petit peu dans mon équation, ma quantité que je cherche, ce sera mes coûts fixes divisé par ma marge sur coût variable unitaire. Et ça, si dans l'exemple ici, ça va être 600 000 divisé par 30, et ça fait bien 20 000. Très bien. Hein, donc, je sais que je dois produire 20 000 produits A au minimum pour ne pas être en perte, en coût total ici. Très bien. Euh, alors, voilà, comment faire en entreprise multiproduit. Hein. Eh ben, on va de nouveau écrire une équation. Hein, mais donc, ici, ce sera plus une équation avec le chiffre d'affaires, ça va être une équation avec la quantité à produire de chaque produit. Alors, si on rajoute un produit B à ce produit A, hein, pour l'exemple, avec un prix d'achat qui est égal, excusez-moi, à son coût variable unitaire 60. Hein. Euh, Son prix unitaire qui est de 100 et les coûts fixes, ben, il n'y a pas de coûts fixes supplémentaires. Je peux de nouveau calculer ma marge sur coût variable unitaire. Hein. Donc là, c'est toujours mon prix moins mon coût variable unitaire. Donc mon prix c'est 100 moins 60, ça me fait bien 40. Et donc là, je vais devoir créer une droite de rentabilité. Alors je sais ici que cette droite, eh ben, elle va devoir couvrir le fait que ma marge sur coût variable de mon produit A, plus la marge sur coût variable de mon produit B, elle va devoir être égale au coût fixe. Hein. Et donc, je vais, pour avoir cette marge sur coût variable, je vais, excusez-moi, eh ben je vais devoir faire prix fois coût variable unitaire de l'un plus prix fois coût variable unitaire de l'autre égale à 600. Et donc, prix fois quantité plus prix fois quantité, excusez-moi, euh, marge sur coût variable fois quantité unitaire fois quantité plus marge sur coût variable unitaire fois quantité de B doit être égal au coût fixe. J'ai ma droite ici avec les quantités du produit A et du quantité B. Voilà. Hein. Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut être capable de faire pour se dire, ben voilà, hein, si j'ai qu'un produit, quelle est la quantité minimum que je dois prévoir de produire pour pouvoir être rentable, et si j'ai plusieurs produits, quelles sont toutes les compositions hein, euh, de produits A, B, et évidemment il peut y en avoir plus. Hein, dans la réalité, j'ai souvent hein, beaucoup plus de produits que ça qui se partagent des coûts fixes. Voilà, hein, ben, graphiquement, ben, c'est le même principe. Hein, je vais pouvoir arriver ici en me disant, ben voilà, comment est-ce que je dois tracer ma droite? Eh ben, je vais faire
qu'est-ce qui se passe si les quantités A sont égales à zéro, et puis qu'est-ce qui se passe si les quantités B égales à zéro. Et là, je vais chaque fois avoir, ben voilà, s'il n'y a pas de produit A, je dois faire 15 000 produits B. S'il n'y a pas de produit B, ça je l'ai déjà calculé, je dois avoir 20 000 produits A. Et puis ensuite, je peux tracer la droite et éventuellement trouver d'autres couples. Et ça, la technique est exactement la même qu'avec le chiffre d'affaires. Voilà. C'est comme ça qu'on le fait. Super. Eh ben, ça nous mène au bout de ce troisième cours. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.